On est en plein Eurobasket, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Le CQFR du samedi, évidemment, avec Théo et Shai qui sont au rendez-vous à mes côtés. On va répondre à toutes vos questions. Shai les a triées. C'est parti. Absolument. Avant de commencer, je tiens à préciser pour ceux qui regardent la vidéo que je n'ai pas fait un concours de t-shirt mouillé. J'ai juste pris une énorme averse dans la tronche en venant. Donc c'est juste pour la précision. Hein, les gens qui nous écoutent sur les plateformes de streaming audio, je pense pas que ça les perturbera. Mais effectivement, Antoine, même en plein Eurobasket, il y a des questions. Et il y a beaucoup de questions FIBA. Et donc c'est assez intéressant de voir que nos auditeurs s'adaptent aussi à l'actualité. Et on va commencer par une question de Olympicolo qui nous demande: dans les vidéos de preview et d'analyse des équipes qui participent à l'Euro, j'ai souvent entendu que certains joueurs étaient plus forts dans le contexte FIBA. C'est le cas pour Dennis Schroeder ou Lauri Markkanen par exemple. J'ai bien connaissance que dans les règles FIBA, la ligne à 3 points est plus près, que le nettoyage du cercle est permis et que le temps de jeu est plus court. Mais à mes yeux, ces différences n'expliquent pas qu'un joueur soit vraiment beaucoup plus performant en match FIBA qu'en NBA. J'aimerais donc comprendre comment un bon joueur NBA tel que Schroeder peut devenir une superstar dans un contexte FIBA. Moi, je pense déjà il y a aussi un contexte psychologique dans le sens où il est le patron de l'Allemagne, il est libéré, il est aux commandes, il a carte blanche. En fait, Schroeder, il a les caractéristiques d'un go-to-guy sans avoir le niveau pour être un go-to-guy, je pense, dans certaines franchises NBA. Donc, il n'a pas la même liberté. Parce qu'en NBA, il est bon aussi quand on lui donne des ballons. Après, moi, c'est un joueur un peu spécial. Je n'ai jamais été trop fan de Dennis Schroeder, mais je reconnais qu'avec l'Allemagne, il a carte blanche, il est le mec qui débloque beaucoup de situations. Alors là, maintenant, il est co-leader. Il y a Franz Wagner aussi à ses côtés, sans être leader de vestiaire. Je parle vraiment sur le terrain. Il est souvent celui qui a la capacité d'aller jouer vite, d'aller jouer c'est un contre un, et du coup ça marche bien en FIBA. Après pour tout ce qui a été on peut ajouter aussi, il y a des règles différentes qui des fois peuvent avantager certains joueurs. Tu te retrouves, je vais prendre un truc tout bête, mais il y a un peu moins de densité athlétique aussi. Donc, si tu es très rapide, tu peux faire des. Genre, Zachary Rizachi, on l'a déjà cité 3 fois, mais à un moment, on va continuer. Il paraît tellement grand en FIBA, tu vois, d'un coup, son avantage de taille est beaucoup plus parlant. Denis Schroeder, on voit des meneurs petits, par exemple, en Euroleague, qui brillent beaucoup plus alors qu'ils n'auraient pas leur place en NBA, peut-être aussi pour des notions de défense. Mais la vitesse peut être encore plus mise en avant dans certains contextes. Voilà, il y a plein de facteurs, je pense. C'est exactement ça. En tout cas, pour Schroeder, spécifiquement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ses capacités, ses qualités de vitesse et ses qualités athlétiques lui permettent de se différencier vraiment au niveau FIBA, au plus haut niveau FIBA, alors qu'en NBA, finalement, il y a des tas de joueurs qui ont ces mêmes aptitudes que lui. Ce que tu as dit, Antoine, me semble très juste. Avec l'Allemagne, il est le dépositaire du jeu. Ce que tu disais aussi des Américains, si tu regardes, par exemple, les joueurs naturalisés par les autres franchises, des autres équipes nationales, c'est tout le temps des joueurs athlétiques. Si tu vas chercher un Américain, c'est parce que ça va être un scoreur athlétique qui va avoir une qualité là-dessus hors norme. C'est souvent là-dessus. On parlait d'Anthony Randolph qui avait été naturalisé par la Slovénie. C'est parce que, au niveau européen, il n'y a pas beaucoup de big man qui peuvent, des rim runners de cette taille-là aussi agiles. Il n'y en avait pas beaucoup à l'échelle continentale. Donc cet avantage-là compte beaucoup. Après, pour élargir un petit peu la question sur des joueurs qui sont meilleurs en FIBA qu'en NBA, tu parlais des règles et c'est essentiel, Antoine. Moi, je reviens tout le temps là-dessus. Le nombre de temps mort est pour moi une différence monstrueuse entre la NBA et le très haut niveau FIBA. Ou très haut niveau FIBA, il y a des tas de situations dans lesquelles les joueurs doivent se débrouiller par eux-mêmes. Ils doivent se gérer. Donc, tu dois avoir un porteur de balle, un créateur qui a conscience de tout ce que d'habitude, parfois en NBA, les coachs gèrent et les assistants coachs, l'horloge, qui a combien de fautes, quel est le joueur le plus chaud du moment. Tu peux pas micromanager. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment une règle que je trouve qui rend le jeu plus intéressant, c'est que tu peux pas avoir juste un joueur. Tous les joueurs doivent avoir conscience de beaucoup plus de paramètres qu'en NBA. Tu peux pas faire des changements aussi facilement. Tu peux pas demander un temps mort en cours d'action pour sauver un joueur qui est sur le point de tomber. Et ça fait que finalement il y a des joueurs qui ont ces capacités-là, ces qualités-là, et la NBA finalement les met pas en valeur sur ces choses-là, alors que dans un contexte FIBA, ça peut vraiment les mettre en valeur. Quand tu vois par exemple un joueur comme Nick Calates qui avait fait un petit passage par la NBA, etc., finalement ses qualités intrinsèques de vitesse et de ses qualités athlétiques le limitaient au niveau NBA. Par contre, dans le cadre FIBA, toutes ces autres qualités étaient mises en valeur et décuplées. Moi, je me demandais à quel point aussi, et je vous le demande à vous parce que j'ai pas forcément la réponse, mais pour ce qui est de l'arbitrage, est-ce qu'il y a une vraiment grosse différence, vous trouvez, entre l'arbitrage NBA, par exemple, celui auquel est soumis Schroeder et les autres,
et l'arbitrage qu'on voit dans les compétitions FIBA? Alors oui, déjà il y a une vraie différence de philosophie sur quel type de contacts sont acceptés. Et c'était assez intéressant, j'avais entendu Jrue Holiday dire ça après les Jeux Olympiques pardon, de 2021. Il disait que lui, il avait kiffé en fait en FIBA parce qu'en FIBA, il disait, l'expression qu'il utilise, c'est il te laisse body. C'est-à-dire tu peux être au corps à corps, vraiment littéralement avec le porteur de balle, venir dans ses appuis, boum, le bumper. Ça, on te laisse faire en FIBA, ce qu'on te laisse moins faire en NBA. Par contre, la différence, c'est qu'en NBA, la main est censée faire partie de la balle. Alors que par contre, en FIBA, si tu essaies de prendre le ballon, que tu tapes la main, là, on va te siffler des fautes. Donc, il y a des différences de philosophie. Après, la difficulté, je trouve, globalement, sur les compétitions internationales de haut niveau, en garçon, en filles, c'est quand même qu'en niveau FIBA, il y a trop de... Enfin, le niveau c'est pas uniforme, en fait, de l'arbitrage ouais. est vraiment hétérogène. Et alors là, la compétition vient de commencer, donc j'ai pas d'exemple précis. Mais je me rappelle de compétitions où d'un match sur l'autre, tu comprends même plus qu'il y a une faute antisportive en fait. Entre l'appréciation d'un arbitre ou d'un autre, parfois il y a aussi la culture du basket de chaque pays. Chaque arbitre vient d'un pays différent, ils n'ont pas forcément la même culture du jeu. Il y a des pays où ça joue beaucoup plus dur que d'autres. Et ça, je trouve quand même que c'est un problème. Globalement sur les compétitions FIBA, c'est que ça manque d'homogénéité et je trouve que ça manque de clarté en fait sur qu'est-ce qui va être sifflé et comment. Alors j'imagine que pourtant il doit y avoir en amont des réunions où ils se mettent d'accord avec le corps où le corps arbitrage se met d'accord sur ce qui va être sifflé ou pas sifflé. Mais ça, je trouve que c'est vraiment parfois gênant. Très bien, on passe à la question de Quentin. En cette période d'Eurobasket, une petite question concernant les formats des compétitions internationales. D'année en année, on voit débarquer des formats différents, plus ou moins lisibles. Est-ce que vous seriez pour une uniformisation sur toutes les compétitions, Euro, Coupe du Monde, JO, sur le nombre d'équipes, les croisements? Et si oui, quel serait pour vous le format idéal? Petit focus pour moi sur le nombre d'équipes. Je suis plutôt favorable à restreindre le nombre à 12 par exemple. J'ai adoré les JO pour ça, avec une densité d'équipes forte, impressionnante, et ça a ajouté de l'intérêt aux tournois qualificatifs, les tournois qualificatifs qui pourraient devenir de vrais événements. Sur ce début d'Euro et encore plus sur l'Euro féminin avant, il y a un tel écart entre certaines équipes que ça en devient presque ridicule pour moi. Alors, vas-y Antoine, vas-y. Non, j'allais dire moins 16, plus que 12. Mais du coup, je ne ferai pas pareil pour tous les tournois. Mais je n'ai pas un avis très fort là-dessus. Je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas un dictateur de faut telle équipe, tant d'équipes là, tant d'équipes là. Limite au JO, à la limite, s'il fallait uniformiser, j'aurais légèrement augmenté les JO. Mais bon, il y a une logique qui fait que tu veux que ton tournoi dure absolument tant de jours parce que tu es dans un événement beaucoup plus large et tu as besoin des salles, etc. Tu as besoin qu'il y ait un enchaînement des disciplines. Mais sur l'Euro, moi, je serais à 16. Je pense qu'on a assez de talent, en tout cas chez les garçons. En fait, je ferais peut-être même du cas par cas. Après, oui, je pense, si tu fais un Euro garçon à 16, tu fais un Euro féminin à 16, même si là, pour le coup, tu es peut-être quand même à 16 encore chez les Euros féminins, tu auras peut-être quelques petites équipes. Mais sur l'Euro garçon, 16, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de talent pour que ce soit un Euro. Mais vous imaginez là, que des groupes de 4 groupes de 4, avec les 4 qui vont finalement se qualifier dans chaque groupe, ça serait des Euros. Chaque match, en fait, c'est des Euros avec des phases de poule, mais chaque match est un match coup près. Et je pense qu'on aurait des matchs d'intensité très élevés et que ça serait une superbe compétition. Les JO, si dans le cadre des Jeux Olympiques, on ne peut pas monter à 16, je pense qu'on reste à 12, c'est bien. Pour les Coupes du Monde, je pense que tu peux augmenter un petit peu, effectivement, mais pas aller à... Je crois que c'était 32 ils ont fait comme les anciennes Coupes du Monde de foot. Sur la dernière Coupe du Monde, 32, c'est peut-être trop. Si 24 est le chiffre intermédiaire, peut-être que je m'arrêterai à 24, tu vois, par tranche de 8. Mais 32, c'est trop. 32, c'est trop sur une Coupe du Monde. Et j'espère que, tu vois, là, au foot, ça passe à combien? À 48? C'est du grand n'importe quoi, ça, pour moi. On veut juste inviter le plus de pays possible. Je comprends l'idée de se dire que, voilà, tel pays, petit pays, veut aussi pouvoir vibrer sa Coupe du Monde. Je comprends vraiment l'idée, mais sur le plan de l'intérêt sportif, je n'irai pas trop haut sur les Coupes du Monde. Peut-être que j'irai un peu plus que l'Euro. Voilà.
Vous serez pas surpris parce que vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille, mais moi je déteste ces formules d'Euro à 24 équipes. Tu parlais de ces équipes, je sais plus si c'était 16 ou ouais, au moins 16 ou 20, je sais pas. 16, Par le passé, c'était comme ça et c'était des coupes-gorges et je continue de le dire. Longtemps, le championnat d'Europe a été la compétition la plus relevée en fait. Alors bien sûr, Jeux Olympiques, Coupe du Monde, tu avais la notion de ta Team USA en plus et puis avec l'émergence de l'Argentine pendant un moment où c'était effectivement deux grosses équipes qui venaient de la zone Amérique qui jouaient tout de suite le titre, mais sinon les championnats d'Europe c'est des coupes-gorges. Moi je regrette ce format-là. Pour ce qui est des Jeux Olympiques 12, pour le coup je trouve que c'est trop peu parce qu'en fait chaque continent a pas la même densité de talent. Et je trouvais ça un peu abusé parce que longtemps, tu disais, bon, bah, de toute façon, Team USA va être qualifié pour la zone Amérique. Derrière, il y aura une autre équipe. Longtemps, c'était le Canada, par exemple. Après, c'était l'Argentine. Mais il y avait deux locomotives et derrière, il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Alors que tu regardais en Europe, tu disais, mais c'est un truc de malade. Quand tu regardes l'Europe, tu avais Croatie, Serbie. Après, il y a eu bien sûr la France, Lituanie. Tu voyais la densité d'équipes de talent. Je trouve que ça ne permettait pas d'avoir forcément la compétition la plus complète. Donc je pense que moi j'aurais été pour qu'il y ait un peu plus d'équipes aux Jeux Olympiques, avec peut-être partir du principe que tu as un nombre d'équipes par continent, mais qu'après tu peux rajouter, je sais pas, les 4 meilleures équipes au ranking ou les 4 meilleures équipes qui ont terminé très haut de leur dernière compétition, que ce soit des dernières Coupes du Monde ou dernier championnat d'Europe. Par contre, pour l'Euro, 24 c'est trop. Moi, j'aime pas ces formules-là. Je préfère vraiment les formules plus resserrées où au bout du compte, de toute façon, pourquoi il y a autant d'équipes ? C'est pour un simple argument économique et commercial. Ça permet de vendre les droits des compétitions à plus de pays. Ouais. Ça permet, comme cette année, d'organiser les compétitions dans plus de sites. Donc, de faire casquer les pays qui veulent organiser ces événements et de faire rentrer du public à droite et de gauche. Mais regarde, quand on voyait à l'Euro féminin qui s'est joué, les salles étaient vides, quoi. Elles sont vides, à quoi ça ressemble ? Même hier, les bleus. Mais oui, bleus, c'est vide. Tu donnes pas une bonne image de ton sport, quoi. Et je comprends le côté, oui, mais ça permet au petit pousset. Mais moi, en fait, je m'en fous du petit pousset. Je veux qu'à la fin de la compétition, je sache, en 2025, la meilleure équipe d'Europe, c'était telle équipe. Et elle a dû se taper en poule. Peut-être qu'elle a eu des défaites en poule et parce que le niveau était tellement relevé que personne finit invaincu. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse dans ces compétitions-là. Moi, je m'en fous pas du petit pousset et en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Parce que j'aime bien qu'il y ait l'opportunité d'avoir des belles histoires, qu'on découvre des équipes un peu différentes, des cultures de basket différentes. Mais c'est sûr que c'est pas assez bien fait pour qu'on évite les écueils dont vous avez parlé avec les salles vides. Enfin, ça, moi, ça me tue à chaque fois. Les euros féminins sont encore plus touchés que les euros masculins, mais c'est dramatique. Tu as des affiches, je sais pas, j'exagère un peu, mais tu pourrais presque avoir un France-Belgique, donc quasiment les deux meilleures équipes d'Europe, dans des salles, parce que ça se joue en Lettonie, quoi, et qui c'est totalement vide, ça a aucun sens. Donc moi j'aime bien la possibilité que peut-être dans certaines compétitions on élargisse, par exemple les JO, parce qu'il y a une donnée universelle un peu, ou la Coupe du Monde. Tu vois, en foot j'aime bien parfois qu'il y ait des parcours un peu fous, tu découvres le Costa Rica, des pays que tu vois pas souvent, et en même temps je comprends, parce que j'aime bien la densité de talent, donc je suis très partagé. Si c'est bien organisé, si on est sûr que les salles soient remplies, que les grosses équipes soient pas pénalisées par le fait de devoir jouer des matchs un peu en bois comme on dit, ça me dérange pas que ce soit élargi, mais bon, globalement moi tu vois, je peux me contredire parce que j'ai toujours adoré la densité de la WNBA parce qu'il y a tous les matchs comptent en fait. T'as pas de match intermédiaire un peu mollasson, tous les matchs comptent. Donc j'aimerais dans un monde idéal une harmonie, un truc plus harmonieux, quoi, où tu as la chance pour les petits poussets et en même temps que les meilleurs à la fin soient quand même récompensés. Mais bon. Parce que pour la coupe, vas-y. Non, vas-y Théo, vas-y. Non, en fait, ce que j'aime pas non plus en fait dans ce type de format, c'est que je trouve que ça force les équipes à jouer trop de matchs et notamment que les équipes qui sont vraiment ambitieuses, elles se retrouvent à jouer des matchs qu'elles n'auraient pas eu à jouer par le passé. Et il y a quand même un risque de blessure qui est accru en fait. Et tu vois, imaginons que je souhaite bien sûr pas du tout, mais je vais même pas donner de nom parce que c'est mon côté superstitieux, que le meilleur joueur d'une des meilleures équipes du championnat d'Europe se blesse en jouant contre une équipe qui va finir 6e de son groupe, donc qui de toute façon honnêtement avait aucune chance de pouvoir aller loin dans ce tournoi-là. Je trouve ça dramatique en fait, et je me dis, même pour la santé des joueurs, je trouve que ça se justifie pas. Oui, il va y avoir du load management en plus, donc ce dernier match, il n'aura aucun intérêt. Un match entre une très forte nation et l'équipe qui termine 6e,
il a quasiment aucun intérêt. Tu me fais une transition parfaite. J'allais te dire, regarde, une Coupe du Monde de foot à 32, pour être champion du monde, tu dois gagner 7 matchs. Enfin, tu joues 7 matchs. Ouais. Là, on est sur un Euro de basket. Je parle d'une Coupe du Monde de foot. Comparaison avec un Euro de basket, il y a moins d'équipes. Tu dois faire 9 matchs pour gagner. Ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a aucun sens de 9 matchs à jouer, 2 de plus qu'une Coupe du Monde de foot. Donc moi aussi, je pense qu'il y a trop. Par contre, comme Shai, moi, je pense sur la Coupe du Monde, je serais prêt à... Ça me dérange moins qu'on élargisse parce que c'est un peu la Coupe du Monde. Pour les JO, moi aussi, je pense que 12, ça peut être... J'avais dit, peut-être j'augmenterai à 16. Par contre, il faut vraiment voir est-ce que c'est possible en termes d'organisation, en fait. J'ai vu qu'à Los Angeles, ça va commencer avant. D'ailleurs, la compétition va commencer avant la cérémonie, avant le début des JO. Je sais, mais pourtant, j'ai l'impression qu'il y aura toujours 12 équipes. Je ne sais pas trop. Là, sur les JO, peut-être on peut élargir un poil, mais je n'élargirai pas des masses. Si vraiment il y a une compétition sur laquelle je devais élargir, ce serait la Coupe du Monde. Voilà, c'est la notion de mondial, un peu comme toi. J'aime bien quand il y a des parcours. Voilà, c'est un peu différent. Ça, je peux capter, tu vois. Et pour finir, moi je préférais quand il y avait un Euro tous les 2 ans. Je regrette aussi cette époque-là. J'aime pas du tout les fenêtres de qualification pendant les saisons, etc. Je trouve ça catastrophique. Ouais. Question suivante qui nous vient de Blaise de Suisse. En période d'Euro, je me suis amusé à regarder les résultats par continent lors des compétitions internationales, JO et Coupe du Monde depuis le début des années 2000. Ce qui m'a fait remarquer que 2 continents pourtant amoureux de basket sont à la peine. En effet, l'Asie et l'Afrique n'ont jamais atteint les quarts de finale d'un mondial et lors des JO, seule l'Asie avec la Chine a atteint 2 fois l'écart. Quelles sont pour vous les raisons de ce manque de résultats ? L'aspect physique peut-être pour l'Asie, mais avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, je pense qu'il y a moyen d'y remédier. La formation, le manque d'infrastructures peut-être pour l'Afrique. En Asie, on cherche plutôt à remplir les salles avec du show et des stars plutôt que de se concentrer sur la formation et sur le jeu. Le niveau de compétition est largement influencé par cela, malheureusement, je pense. Bref, je pars dans tous les sens, mais je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Bah, pour l'Afrique, oui, c'est globalement le manque de moyens, en fait, parce que c'est même pas le problème des talents qui émergent et qui vont au plus haut niveau. Souvent, le problème, c'est que les sélections n'arrivent pas à faire venir leurs joueurs parce qu'il y a quand même il y a un manque de moyens, un manque d'organisation parfois. C'est ce qui explique aussi que quasiment que le pays qui a le plus souvent gagné le championnat d'Afrique des Nations, là, c'était le cas à nouveau cette année. J'ai un blanc énorme. L'Angola, merci. L'Angola, c'est en grande partie parce que c'était pendant très longtemps la fédération la mieux structurée. Quasiment tous les joueurs jouaient dans le championnat national. Souvent, ils étaient dans les 2 meilleures équipes. Et pendant longtemps, le sélectionneur de l'équipe nationale était le coach d'une des 2 meilleures équipes. Donc, en fait, ils avaient tous leurs joueurs à disposition. Et je retire rien à leur... C'est pas pour dire qu'ils n'ont pas mérité le nombre incroyable de championnats qu'ils ont remportés. Mais souvent, c'était quand même... Un de leurs plus gros atouts, c'était ça. Donc pour l'Afrique, il y a ça. Pour la Chine et pour l'Asie au sens large, c'est un peu plus étonnant au bout du compte parce que longtemps on s'est dit c'est parce que c'était pas leur objectif finalement. Il y a un moment ils se sont mis à chercher des grands. Donc il y a eu notamment, je parle pour la Chine, avec dans la foulée de Yao Ming, mais en fait Yao Ming était la superstar émergente déjà d'un mouvement qui avait été amorcé par la Chine, de se dire le basket c'est un sport de grands, il nous faut des grands, faut qu'on les trouve, faut qu'on les forme, faut qu'on les fasse jouer au basket. Et en fait ce qui était paradoxal, c'est qu'il y a un moment où ils ont sorti des grands de très, très haut niveau. Yao Ming, on n'en parle quasiment jamais dans les histoires de Panthéon et d'histoires de GOAT, etc. Mais c'était pas qu'un joueur de grande taille, c'était un très grand joueur tout simplement. Et donc ils ont sorti des grands qui jouaient à très haut niveau. C'est avec Yao qu'ils ont pu faire un quart de finale dont tu parlais, Shai. Et par contre, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un déficit sur la qualité de leurs extérieurs. Donc, tu avais des grands hyper forts, mais tu n'avais pas les arrières qui pouvaient les fournir en ballon. Je m'attendais à ce qu'ils corrigent le tir là-dedans, parce que quand tu vois le réservoir incroyable, la passion aussi qu'il y a pour le basket en Chine. Moi, quand j'avais eu l'occasion d'y aller, c'était avant les Jeux Olympiques de Beijing. J'avais halluciné de voir des espèces, pas des posters, même de l'affichage énorme sur Tracy McGrady, sur Kobe Bryant, bien plus qu'on pouvait en trouver en Europe. Ouais. Je ne saurais pas dire précisément pourquoi ça peine à se concrétiser. Et on sait que la NBA, son rêve, c'est de développer le basket en Inde. C'est le plus grand rêve de la NBA. Un marché potentiel, ouais. Moi, je te rejoins. Je pense que les moyens...
les moyens sont un gros facteur pour les deux, juste de manière différente. L'Afrique, c'est comme tu l'as dit, c'est un manque de moyens. En Chine, c'est peut-être où sont mis les moyens et où ils ne sont pas mis, etc. Je dirais que puis ça dépend si on parle de filles ou de garçons, en fait, parce qu'en filles, le Japon, on a vu ce que ça vaut quand même, la Chine aussi. Ouais. En garçon, les Japonais étaient très, très, très proches de nous battre à l'Euro. Il a fallu une décision arbitrale un peu litigieuse au JO, pardon, oui, pas à l'Euro évidemment. Au JO, une décision arbitrale un peu litigieuse et un panier extraordinaire de Mathieu Strazel. Mais sinon, on perdait contre les Japonais qui ont du talent, qui ont des choses à développer. Eux aussi, leur championnat se développe, comme l'expliquait très bien Damien Inglis là, dans son interview avec First Team. D'ailleurs, depuis, il y a Sekou Doumbouya qui est signé et Stanley Johnson, quand même 2 joueurs qui ont été draftés au premier tour en tant que l'autre épique. Donc il y aura peut-être un développement à venir. Et pour l'Afrique, je vais prendre un pays qui est cher à mon cœur, mais tu sais, si tu prends les joueurs nigérians de ce monde, et ça marche pour n'importe quel sport, tu sais que je sais pas, la moitié de l'équipe de Grande-Bretagne de n'importe quel sport, et une moitié c'est des Nigérians, et l'autre moitié, et peut-être l'autre moitié c'est des Jamaïcains, mais c'est essentiellement des Nigérians en fait. Ouais. C'est incroyable au foot par exemple, en fait, quand tu connais un peu après les noms, tu te rends compte que quasiment tous c'est des joueurs des Nigérians, et pas que en Angleterre en fait, tu les as dans d'autres pays. Le Qatar, quand il naturalise des mecs, c'est des Nigérians un peu partout, et même les joueurs américains, il y en a énormément qui en fait sont, tu vois, Bama Adebayo. En vrai, il pourrait très bien jouer pour le Nigeria. Alors oui, il a grandi aux États-Unis aussi, tu vois, mais c'est pas sa descendance. C'est pas comme Victor même Oladipo, qui est un nom nigérian d'ailleurs aussi, mais c'est direct en fait. Ses parents, Bama Adebayo, ils sont nigérians. Il pourrait jouer pour le Nigeria. Yannis Antetokounmpo, ses parents sont nigérians. Après, lui, il se sent évidemment grec. Il a grandi en Grèce, etc. Mais tu pourrais faire une équipe. Et là, je t'ai parlé de ceux où effectivement les parents sont partis à l'étranger, mais il y a aussi plein de Nigérians dont les parents sont pas partis et qui ne jouent pas. Mais la sélection nigériane pourrait être très très forte. D'ailleurs, chez les filles, elle l'est, avec les joueuses américaines. Ouais, des Américaines d'origine nigériane, ils arrivent petit à petit. Et il y a plein de pareil sur les stars WNBA, le nombre de non-nigérians. Ogumike, Ogunbowale. Exactement. Tu vois, il y a énormément de Nigérians. Je me perds dans mon fil, mais oui, les équipes pourraient être beaucoup plus fortes. C'est juste qu'il y a un manque de moyens et d'organisation, comme l'a dit Théo. Tu parles du Nigeria. Moi, à chaque fois, je pense au Cameroun. Enfin, les autres qui pourraient avoir une raquette Siakam, Embiid. Mais là, pour le coup, la fédération, il y a eu beaucoup de soucis et au niveau des moyens, des infrastructures, ils n'ont jamais réussi à avoir Siakam en compétition. Embiid, je ne sais même pas s'il a un jour vraiment considéré la possibilité de jouer pour le Cameroun, tellement c'était pas assez bien organisé. Et puis même pas que ces deux-là, il y a des bons joueurs dans les championnats français ou étrangers qui sont d'origine camerounaise ou camerounais tout court. Et c'est un gros regret aussi parce qu'il y a un énorme potentiel sportif aussi au Cameroun. Tu peux penser au Sénégal. Enfin bref, je suis totalement d'accord. Et je repensais à la Chine parce qu'on parlait de la Chine. À un moment, ils avaient un trio quand même entre Yao Ming, Wang Zizi et Li Jianyan qui faisaient tous 2m13, 2m15. Enfin, c'était un enfer à jouer sur les matchs où justement ils allaient en quart sur ces compétitions-là. Je me disais, mais on est foutu dans quelques années, c'est terminé, ils vont dominer le basket international. Et ça n'a pas été jusque-là, je ne sais pas pourquoi. Mais après la retraite de Yao, ça a brisé un truc, j'ai l'impression. Enfin, j'allais dire, il y a peut-être aussi, les Chinois restent beaucoup dans leur championnat finalement. Oui. Et quelque part, est-ce que c'est une théorie, hein, est-ce que ça joue pas en leur défaveur, dans le sens où leur championnat, il n'a pas finalement passé le cap non plus en termes de niveau, tu vois, qui avait peut-être été attendu à un moment. Du coup, ils sont moins confrontés constamment à de l'opposition. Moi, je pense à un autre joueur, Yi Yulian, qui avait joué au Milwaukee Bucks, drafté haut d'ailleurs. Le talent du mec, genre grand, costaud, technique. Par exemple, lui, il est arrivé trop tôt en NBA. Lui, tu te dis, il aurait pu faire une carrière phénoménale en Europe, mais en fait, quand la NBA, ça n'a pas marché, et il n'était pas mauvais en NBA, c'est juste que ça n'a pas marché, peut-être pour des raisons culturelles, etc. Il est retourné en Chine, tu vois, il a été une superstar en Chine, et si ces gars-là jouaient un peu plus, s'ouvraient à d'autres championnats, peut-être ça les aiderait à progresser, en fait, aussi, tu vois, à être plus souvent confrontés à un championnat de meilleur niveau, ça joue aussi, peut-être. Mais on parle du même du coup, on parle de Yi Jianyan, c'est ça? Oui, pardon, c'est la ou alors tu me l'as fait, ou alors tu prononces mieux, ou alors tu prononces vraiment la chinoise. C'est moi qui prononce moins bien. Parce que je me suis dit, attends, les Bucks, mais on parle du même. On parle du même, c'est le même gars, pardon. C'est un super joueur, énorme talent. Il a joué avec Yao Ming vraiment il est là où il est tout jeune alors. Si, il a joué avec lui. Il a joué avec lui. Ils avaient les trois avec Wang Zizi qui était, bon, son nom nous faisait marrer, mais c'est un grand joueur aussi par la taille.
C'est impressionnant Pareil, les trois. Ils arrivé avaient trop aussi tôt en Manke NBA, lui. Bater avant. Pardon. Exactement, qui a joué en NBA aussi, ouais. Ouais. Et juste sur le Nigeria, c'est assez marrant parce que quand je regardais le match Grèce-Italie sur le pass de la FIBA et le consultant sur ce pass, c'est Will Voigt qui a été coach du Nigeria et il racontait qu'ils avaient essayé activement de recruter Thanasis Antetokounmpo et Costas et il a pas développé. Il a dit ouais, en gros on a essayé de recruter tout le reste de la fratrie et donc visiblement avant que Yanis ne joue sa première compétition officielle sous le maillot de la Grèce, le Nigeria avait bien entendu essayé de venir, enfin de le récupérer. Mais après le Nigeria, tu vois, c'est intéressant de voir aussi. On parlait des moyens quand tu vois l'équipe du Sud-Soudan c'était un petit peu la belle histoire des derniers Jeux Olympiques. C'est assez symptomatique de ça. C'est l'équipe qui a montré qu'elle avait le niveau. Vraiment, elle a fait forte impression durant les Jeux Olympiques. Ouais. Et au bout du compte, elle n'a pu être là que parce que Luoldeng a assuré en son nom tous les frais, tout ce qu'il fallait pour que cette équipe puisse être sur pied. Mais voilà, c'est pas un hasard si la NBA continue de mettre des académies un peu partout en Afrique. C'est pour pouvoir permettre au plus de talents possible d'émerger et puis ensuite pour pouvoir plus rapidement encore possible les faire venir aux États-Unis et qui viennent nourrir la NBA. Mais c'est toujours ça, hein, le jour où il y aura des moyens en Afrique, c'est un continent. Incroyable. Alors on peut pas dire, c'est pas un sleeping giant parce qu'il y a des joueurs africains qui performent dans toutes les ligues du monde. Mais sur la scène internationale, en tout cas pour ce qui est des sélections, effectivement, il y a un potentiel qui est fou. Même pour le foot, hein, Antoine. Des équipes de foot avec des talents gigantesques, que ce soit Afrique noire ou au Maghreb, il y a des talents incroyables et ça dépasse pas l'écart, quoi. Il n'y a jamais d'équipe championne du monde. Après la dernière Coupe du Monde, le Maroc elle est en demi. Je pense qu'au foot, il y a ce qui était le meilleure performance pour un pays africain. Ouais. Le foot étant en avance de toute façon sur le basket, en ayant plus de moyens, ça peut commencer, mais effectivement, on arrive au même truc. C'est que tu te dis, c'est les mêmes soucis à une autre échelle. On passe à une question d'Alex. Environ 10% de la population mondiale serait gauchère. Pourtant, j'ai l'impression que la NBA actuelle compte peu de joueurs gauchers. Savez-vous s'il y a une raison particulière à cela? Et pouvez-vous citer vos joueurs gauchers préférés, passés et actuels? Manu Ginobili. C'est ce que j'allais dire. C'est magnifique parce que c'était un des tops que je regrettais qu'on n'ait pas mis dans le livre GOAT. Les gauchers, je me suis dit après coup, on avait fini, on aurait dû faire les GOAT des gauchers, quoi. Parce que ça, c'est un truc qui me plaît, c'est marrant. En plus, je sais que tu aimes bien les podcasts de Bill Simmons. Lui, c'est son rêve, en fait. Son fantasme, c'est d'avoir un 5 de départ avec que des gauchers. Que des gauchers, Mais des gauchers, il y en a un paquet. Hein. Est-ce qu'on est sûr que... Parce que si c'est 10% de la population mondiale, c'est peut-être aussi 10% de l'ennemi. Il y a des joueurs gauchers qu'on ne soupçonne pas. LeBron James, c'est gaucher. Il utilise le conditionnel, serait gauchère. Mais il shoot avec sa main droite, quoi. Il shoot avec sa main droite, mais bon, Ben Simmons aussi dans ce cas-là, tu vois. Mais il se cause... Tristan Thompson aussi. Et Tristan Thompson aussi. Mais tu vois, je veux dire, c'est des gauchers dans la vie, quoi. Après, ouais, ils n'ont pas développé... C'est intéressant ce qu'il dit LeBron. Après, c'est du LeBron, donc je sais pas à quel point c'est toujours romancé, mais il dit moi j'ai vu Michael Jordan apprendre à tirer comme ça, donc j'ai appris à tirer comme ça, quoi. Après, j'y crois pas. Ouais, j'y crois pas. C'est du pipeau, ça. C'est juste que des fois, il y a des gens qui sont t'es gaucher pour écrire, mais tu peux être droitier dans le reste de tes aptitudes. Tu vois, pour le foot, je suis sûr que c'est pareil. Hein, des mecs qui doivent écrire main droite et avoir qui sont meilleurs du pied gauche. Si c'est un truc, vous me dites c'est un truc qui n'existe pas. Faudrait pas que trop je parle de football. C'est vrai, je voulais te laisser continuer, c'était beau. Je me suis dit non mais c'est. Il y a des mecs forts des deux pieds. Il y a des mecs forts des deux pieds aussi. Et j'ai vérifié, il y a bien 10% de la population mondiale apparemment qui est gauchère. Vous pensez qu'il n'y a pas 40 joueurs NBA gauchers? Si, je sais pas. Non. Ouais, je pense qu'on a au final. Non, mais au final, c'est équivalent parce que par rapport à la question, tu vois, on disait. Sauf si on considère que les gauchers ont une spécificité en plus qui les rend, je sais pas, meilleurs techniquement ou auquel cas on pourrait se dire pourquoi il n'y en a pas plus, mais sinon si c'est représentatif de la population mondiale finalement. Ce qui est marrant, je crois que c'est Jacques Monclar une fois qui m'avait dit que les gauchers étaient encore plus gauchers que les droitiers n'étaient droitiers. Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que parfois, les gauchers développaient moins leurs mains faibles, mais que par contre, ils avaient plus que les droitiers une capacité à toujours revenir dessus, quoi qu'il arrive. Et c'est assez marrant quand tu regardes, parce qu'effectivement, il y a des mecs, t'as beau savoir qu'ils sont gauchers, tu sais que tout le staff dit faut envoie-le à droite, ils trouvent quand même le moyen de revenir sur leurs mains fortes. Tu
pense, mais James Harden, hein, James Harden, franchement, ouais. c'est très très dur de l'envoyer sur sa main droite ou de vraiment de l'embêter par rapport à ça. Alors, on nous demandait nos préférés, Ouais. c'est ça, demander les préférés. Moi, le deuxième qui m'est venu en tête, c'est Zach Randolph. Ouais. Ah Avec oui, sa Zibo, technique, là, La franchement. papate. Ouais, la papate gauche, là, papate incroyable. gauche. Il y en a eu un paquet, hein, des joueurs Moi, j'en ai d'exception. un. Moi, mon numéro 1, mais c'est parce que c'est un de mes joueurs coup de cœur de all time. Hein, mais c'est pas un des meilleurs, mais Nick Van Exel, la main gauche, Ouais. trop fort. Et Sinon, c'est j'en ai vrai un qu'ils en ont. tête. Chris Bosh. Je suis en train de regarder C'est la vrai que liste, là, David Robinson. Pardon, c'est, vas-y, Théo. c'est marrant parce qu'il y a. Vraiment, leur gestuelle est pas la même. Ils ont une capacité à surprendre les droitiers. Je sais pas, il y a un truc qui fait que souvent leur jeu est plus surprenant pour le reste pour la majorité des autres joueurs qui sont forcément droitiers. Et même la manière de placer leurs appuis, il y a pas qu'au niveau des mains que ça joue en fait. Ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est même le positionnement du corps est très différent dans la technique des gauchers. Il y a quelques jolis noms, hein, si vous voulez. Hein. Domantas Sabonis, Chris D'Aaron Mullin, non Fox, Dans les vieux, je pensais à Mullin Chris aussi. Mullin, Bill Russell, Ouais. Chris Bosh, Mike Conley, Isaiah Thomas, Goran Dragic. Les deux à Isaiah, du coup. Les deux à Isaiah Thomas, il est aussi gaucher. Ah ouais? Là, c'était lequel Là, c'est celui de Détroit. Mais lui, pour le coup, tirait pas à gauche, celui de Détroit. C'est vrai. Il Bah oui, tirait c'est pas à ça. gauche, Pour moi, il c'est tire à ça. droite. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Donc mais là, apparemment, il est gaucher. faut la prendre avec des pincettes en fait la liste parce que du coup, c'est. Non, pardon, c'est moi qui te dis une grosse bêtise parce que j'avais pas regardé la photo et j'ai juste regardé le nom, mais j'ai pas fait gaffe à l'orthographe. C'est bel et bien celui de Sacramento. Je Ok. passe pour un guignol, mais je l'accepte, il n'y a pas de souci. Là, celui de Sacramento, je- c'est beau par contre, que Ouais, t'as ouais. remonté jusqu'à sa draft quoi. Pour Ouais, moi, oui, c'est vrai que propre. c'est celui de Boston quand même. Tony Kukoc, Ah oui, Brandon bien sûr. Jennings. Ah, Jennings, j'adorais parmi les gauchers. Et sinon, notre gars, DeAndre Jordan. Mais ça, on le voit tellement rarement shooter Ouais. au lancer franc. On fait pas gaffe. Allez, question de Pierre. Sur les réseaux, l'éternel débat revient encore et encore sur la règle du pas zéro ou gather step, qui décidément ne met personne d'accord et manque parfois de clarté. Aussi, après avoir lu le règlement, je me questionne sur l'évolution réelle qu'a connue le basket avec cette nouvelle règle, puisque depuis que je regarde le basket, depuis 2015, j'ai pris le temps de regarder des vieux matchs en NBA et aussi en FIBA. Or, j'ai l'impression que le pas zéro a toujours existé, sinon on n'aurait pas vu les pivots des années 90 faire de magnifiques spin moves au poste bas pour manger leur vis-à-vis. Donc je me demandais, d'après vous, ce qui avait vraiment, réellement changé avec cette règle. Moi, j'ai l'impression que c'est l'officialisation dans les règles du fait que dans le règlement FIBA, on joue comme en NBA. Parce qu'en fait, la règle à la base, c'était la même. C'est simplement qu'en NBA, très tôt, j'ai l'impression qu'ils ont sur le fameux premier appui sur lequel on récupère la balle. C'est pour ça que nous, ça nous faisait bizarre. On disait, mais c'est quoi ce marché de fou, etc. En FIBA, c'était quand même sifflé. Et ceux qui notent au niveau des intérieurs, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, moi, je trouve que c'est limite un avantage encore plus, plus marqué et marquant laissé aux joueurs. Et ça, par contre, c'était en NBA. En Europe, tu pouvais pas changer ton pied de pivot comme ça. Et effectivement, le fameux Dream Shake de Hakeem Olajuwon, si tu regardes de plus près, il y a pas mal de fois, c'est marché. Et le plus systématique, ça, vous pouvez le regarder à chaque fois. Un joueur intérieur qui reçoit la balle au poste bas, il peut avoir bougé son premier pas. Imaginons, maintenant, il va faire face à son défenseur, il va pouvoir partir avec le pied qu'il veut, quoi. Et ça, c'est pas le pas zéro, c'est juste un marché pur et simple. Et je trouve que c'est un avantage qui est vraiment disproportionné laissé à l'attaquant, ça. Parce que Parce quand que tu es tu peux pas défenseur, l'orienter. bah ouais, tu prends en considération le pied de pivot pour te positionner, quoi. Et là, je trouve que tu peux pas défendre. Qu'est-ce que tu peux faire sur Joel Embiid je donne cet exemple, mais j'aurais pu en donner d'autres. Hein, c'est pas Joel Embiid qui est déjà l'un des meilleurs attaquants du monde. Si tu le laisses en plus choisir son pied avec lequel il peut partir après avoir reçu la balle, après avoir fait 2 feintes, c'est impossible à défendre. Ça me fait bizarre aussi après les hops. Tu sais, quand il y a un espèce de gros hop et qu'après tu arrives à vraiment pouvoir changer ton pied de pivot, tout ça, il y a des trucs qui me gênent, mais c'est dans le même esprit que ce que tu as dit. Bah, le hop, normalement, si tu tombes sur les Tes deux pieds, appuis, c'est différent. Oui, là, ça c'est normal. différent. C'est Ouais, ça, c'est normal normalement, parce le que hop, tu quoi. peux choisir tu peux choisir. Mais si Exactement. tu regardes dans les faits, si tu les regardes au ralenti, ou même c'est une autre règle, mais tu sais, avec la FFBB, ils ont plein de vidéos en super ralenti, de super grande qualité, qui sont super bien leurs images d'ailleurs. Et quand tu regardes, tu te rends compte qu'ils font quasiment tout le temps marcher de départ en réalité. Au ralenti, il y a toujours le pied qui part avant le dribble. Mais bref, je m'écarte un peu. Moi, je suis comme toi sur les pivots où
il a pu face-up et il change de pied pivot. Je trouve ça comme toi, en fait. La même chose que toi, c'est marcher. Et en tant que défenseur, en gros, tu te retrouves à pas savoir de quel côté tu peux l'orienter. Il peut partir de n'importe où. Bon, c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est mon avis sur la question. Après, moi, je trouve quand même... Bon, je vais faire le mec d'arrière-garde. Je comprends pas, en fait, pourquoi on a changé cette règle. Après tout, ça faisait partie des règles. La plupart de tous les meilleurs joueurs de l'histoire, alors, mais même NBA inclus, quoi, même s'il y avait déjà quand même plus de laisser-faire, ils avaient très bien pu intégrer cette règle-là. Ça ne les avait pas empêchés d'être performants, d'être spectaculaires. Après, en toute honnêteté, tu sais, parfois dans les vidéos de highlights, on voit il y a une passe de relance, un mec qui attrape la balle, il n'y a aucun défenseur en vue, il tape un dunk énorme et dans les commentaires, tu vois, ouais, mais il a marché. Là, franchement, pour le coup, ça me gêne pas. Je me dis, ouais, mais il n'y a pas de défenseur. Le défenseur, la défense avait qu'à faire l'effort de revenir et là, on aurait pu parler du marché. Ça je le comprends, en fait, tu vois. Mais sinon, pour moi, il n'y avait pas besoin de mettre ça en place. Et à des niveaux amateurs, vous n'avez pas idée à quel point c'est compliqué, en fait, pendant les matchs, de comprendre ce qui est sifflé, pas sifflé. Mais là, il y a marché, mais là, vous sifflez marché, mais là-bas, vous avez laissé passer héros. Je trouve que ça complique encore plus les choses. Avec quelques questions un peu plus personnelles. Question de FX. Parmi ces 3 équipes, laquelle vous a procuré le plus de plaisir? Les Knicks de 1999 avec Latrell Sprewell, les Mavericks de 2011 avec Nowitzki, Kidd et Terry, ou les Spurs de 2014 avec Duncan, Parker et Ginobili? Redonne-moi les 2 premiers, pardon. Les Knicks de 99 avec Sprewell, Ouais. les Mavs de 2011 avec Dirk, Jason Kidd et Jason Terry, ou les Spurs de 2014 avec Duncan, Parker et Ginobili. Et Kawhi Leonard aussi, accessoirement. Les Spurs, c'était le plus beau jeu. Des 3 équipes, les Spurs de 2014, là, pour moi, c'est le plus beau jeu qui a été développé. Après, c'est une bonne question parce que le parcours des Knicks, c'était dingue. Moi, j'ai adoré ces Knicks avec Latrell Sprewell. Et voir ce que Dirk Nowitzki a fait à la NBA pendant le run de playoff de Dirk Nowitzki de 2011, c'est vraiment un bordel. Parce que ce joueur qui est un très grand joueur, qui est très cool, moi je l'avais jamais vu avec cette attitude. Il avait une attitude de fuck you du début à la fin. Et je suis partagé. Donc, tu vois, quand tu as dit les 3 équipes, c'est pas celle qui m'est venue en tête. Mais au bout du compte, je crois que le jeu des Spurs, c'est ce qui m'a le plus plu. C'était magnifique. Mais le run de Dirk en 2011, là, c'est vraiment... du coup, je mettrai l'accent là-dessus. Moi aussi, je mets Dallas. Bizarrement, 2014, j'ai pas plus vibré que ça. Moi, je vous avoue, sur les Spurs. Alors que j'avais envie de voir LeBron James tomber. En bon hater, j'avais envie de voir le Heat tomber. Mais j'aimais bien Kawhi, il y avait Ginobili, mais c'était beau, hein, tu vois, mais je sais pas si c'était parce que tout le monde en faisait beaucoup dessus que ça commençait à me saouler, tu vois, par esprit de contradiction. Par contre, ouais, Nowitzki, c'était la revanche, quoi. Il y a l'impression qu'il y avait quand même un vol sur 2006 et tout. C'était la même finale, bien sûr, pas tout à fait pas les mêmes équipes, tu vois, mais ouais, le Dirk 2011, pareil. Sur le plaisir procuré, ouais, je pense que je mets Dallas parce que pour ce que vous venez de dire. En plus, il y a Jason Kidd qui est mon joueur préféré dans l'équipe. Forcément, ça m'a fait ultra plaisir qu'en fin de carrière, il arrive à décrocher un titre. Le côté inattendu aussi, moi j'aime bien les outsiders en général et le parcours était plutôt inattendu. Après, les Spurs, sur le spectacle, la qualité du jeu, ça m'a procuré du plaisir. Je trouve que c'était magnifique à voir. Dans cette équipe-là, tu as Boris Dia aussi. Il y avait la touche française des deux. Enfin, ça m'a aussi procuré du plaisir. Mais vraiment, le côté... En plus, je me souviens que les finales 2011, ils retransmettaient les matchs au cinéma pas très loin de chez moi. C'était la première fois, je crois, qu'ils mettaient ça en place. Et il y avait une atmosphère un peu folle avec des gens. Ouais, forcément, il y en a qui étaient là pour voir perdre LeBron et le Heat parce qu'ils n'aimaient pas les super teams et tout ça. Donc, il y avait une ambiance un peu volcanique et qui a fait que c'était assez fou. Mais moi, je dirais aussi les Mavs, je pense. Et c'est marrant parce que dire qu'il n'est vraiment pas un hater et tout, c'est... Enfin, ils ont été méchants. Ils en ont parlé récemment, là.
Ouais, et Dwayne Wade et lui en ont parlé récemment, mais en fait, moi, j'ai même pas percuté à ce point-là qu'ils se détestaient. En fait, ils sont cordialement détestés pendant des années, tel point qu'ils se serraient pas la main au All-Star Game et tout. C'est vraiment marrant parce que dire que c'est le mec qui est adoré par tout le monde, tu sais, l'autre fois, je voyais sur Instagram, il y avait un collage avec différents joueurs et il y a marqué la No Haters Team, l'équipe de mecs qui n'ont pas de haters. T'avais Boban Marjanovic, etc. Et t'avais Dirk Nowitzki dessus, quoi. Et en 2011, après ce que tu disais, Shai, qu'il soit foutu de sa gueule, parce qu'il a été malade au match 1, je crois, ou je sais plus quoi, cette petite vidéo qui avait été captée par la NBA, qui avait été rapportée, bien sûr, au vestiaire des Mavs, où on voyait LeBron et Dwayne Wade rigoler dans un couloir en faisant mine d'être malade. Ouais, c'était ce qu'il leur a mis, franchement. Le vrai flu game. C'est celui de Dirk Nowitzki, hein, c'est pas celui de Michael Jordan. C'est ça. Non, mais c'est vrai, il fait un match où il a 42 fièvres et j'ai plus les stats, mais c'était un vrai flu game. Alors bon, on sait que Michael, c'était autre chose, a priori, quel que soit le scénario que vous choisissez. Question suivante, toujours un peu perso, question d'Anthony. Je vous propose un petit exercice d'imagination. Vos compétences et vos capacités d'analyse du basket sont repérées par une équipe et elle vous propose un emploi. Ainsi, une franchise de basket peut offrir des emplois divers et variés, plus ou moins proches des parquets, comme celui d'analyste vidéo ou data, spécialiste de la défense ou du shoot, scouting de jeunes pépites ou en NCAA ou dans différents pays. Et si on s'éloigne un peu des parquets, on peut penser à des emplois comme chaperon de rookie, directeur marketing ou relations avec les médias, voire dans le staff médical, kiné ou psychologue. J'en arrive donc à ma question. Parmi l'ensemble de ces emplois que peut vous proposer une franchise de basket, lequel auriez-vous aimé occuper ou lequel pourrait vous faire quitter votre emploi de journaliste ? Moi, je veux être chef. Tous. Antoine, tous. Non, je veux être manager, je veux être GM, mais je veux être GM, c'est pas parce que manager au quotidien, c'est pas simple en fait. Les GM, alors j'imagine dans une franchise NBA, mais tu sais, GM dans certains clubs pro en Europe, tu peux te retrouver à gérer, à devoir trouver des apparts pour les mecs, à vraiment gérer des tâches du quotidien qui n'ont plus rien à voir avec le basket. Là, si tu me dis GM qui fait les trades, qui supervise l'équipe, un peu comme si j'étais dans NBA 2K, et encore, je pense que j'ai pas vraiment conscience de la réalité du boulot au quotidien. Ça, à la limite, oui, c'est cool. Mais d'arriver direct chef, quoi. C'est vraiment le propriétaire, il pète un plomb. Mathis Bia, on se rencontre en vacances. Il me parle, il me dit non, toi, je te sens bien, toi, tu vois. Et il fait la connerie de sa vie et il me nomme, tu vois. Mais ça, ouais, ça peut me plaire. Après, ça c'est en NBA, mais ça peut être. En fait, je pensais quand tu disais ça, je pensais à Alan Guillou qui a été nommé directeur des opérations basket. Mais il a du talent. Il a du talent. Il a charbonné un peu. Ça fait 4 ans qu'il est dans l'équipe. Il a fait différents rôles. Mais un Français qui est directeur des opérations basket en NCS, c'est fort. Oui, bien sûr, mais tu vois, il a tout le parcours qui va avec, quoi. Il a des vraies connaissances du milieu. Ses interventions ouais, on peut dire télévisées, même si c'est pas la télé, étaient déjà super intéressantes et c'est mérité, tu vois. Après, comme autre métier, je pense que vous êtes dans un staff sur plein de trucs. Je peux trouver ça super chouette, en fait. Sur tout un tas d'aspects, même assistant de quelque chose. Là, tu vois, je t'ai pris le chef direct, mais en réalité, je pourrais être assistant sur certains trucs et ça me ferait kiffer, je pense. C'est marrant parce que tu as commencé par GM. Moi, je pourrais jamais faire ce job-là. Pour les questions de relations humaines, là, j'aurais, tu vois, un mec que tu kiffes, qui est bien dans l'équipe, et tu dis, ouais, mais il faut qu'on le dégage parce qu'on va faire. Moi, je pourrais pas faire cette partie-là, même si c'est intéressant, hein, mais j'aurais trop de mal, tu vois, à l'inverse. Je sais pas trop. Le truc qui m'est venu en tête, c'est moi, peut-être, t'es assistant coach et faire un petit peu. On sait que les assistants ont différentes responsabilités, mais tu vois, faire le tampon ou la passerelle entre ce que le coach veut et l'expliquer aux joueurs. Voilà, faire un petit peu le côté. Tu t'es fait bencher, mais derrière, on te réexplique un petit peu pourquoi, tu vois, être au quotidien avec les joueurs pour les aider à progresser, grimper. Ça, c'est... Toutes les décisions me plairait bien. Toutes les décisions qu'Antoine ne voudra pas expliquer, c'est toi qui les expliqueras aux joueurs. Antoine, il serait coach tyrannique et toi, assistant qui... Ah, moi, je pourrais pas être coach, par contre. Ouais. Oui, non, GM, pardon, laisse tomber. Je m'étais projeté, mais rien à voir. Moi, évidemment, je me vois absolument pas en coach ou GM. Il faut une légitimité et je pense un minimum de pratique à un niveau décent. Par contre, et je peux transposer ça aussi au foot, non pas que je me sois un jour imaginé dans une carrière dans le foot, mais j'aurais peut-être un tout petit peu plus de légitimité. Moi, j'adorais le scouting des jeunes. Et j'aime ça d'ailleurs, je m'intéresse toujours beaucoup au basket dans les compétitions de jeunes en NCAA ou autre, et ça me plairait bien parce que tu
tu voyages, tu vas observer des joueurs ou des joueuses un peu partout, tu donnes un avis voilà, qui est pas définitif, hein, mais comment dire, qui va pas totalement influencer la carrière. C'est pas des choix aussi graves que GM ou coach où là tu prends des décisions qui ont des implications gigantesques. Donc j'aime assez, c'est un peu dans l'ombre, discret. Je trouverais ça cool et je me sentirais plus de le faire que tous les autres rôles dont on a parlé. Évidemment pas dans le médical, je souhaite à personne de m'avoir comme kiné alors que je soigne pas mes propres entorses. Donc voilà pour moi. Après, par rapport à ce que tu disais, Chat, moi, j'imagine pas du tout avoir les compétences pour, tu vois, c'est l'aspect que je trouverais intéressant. Mais oui, mais tu vois, je veux dire, même du tout ces compétences-là. Non, mais même à ce niveau-là, tu coaches déjà, t'as joué, même juste, c'est pour ça que je disais même juste à un niveau décent. Tu vois, moi, j'ai jamais été en basket de club, donc ça me paraît quand même être un strict minimum, tu vois. Même s'il peut y avoir des profils originaux de gens qui débarquent de nulle part pour des jobs comme ça, pour être coach ou GM, enfin, ce serait fou que le GM ou le coach d'une équipe ait jamais joué, ne serait-ce que dans son équipe de lycée, tu vois. Même si c'est pas un haut niveau. C'est pour ça que je disais ça. Question suivante, on passe à une question d'Antoine de La Rochelle. Après un débat avec un ami sur l'ère Vincent Collet, que nous avons comparé à celle de Didier Deschamps dans le football, qui s'étire également en longueur avec une réussite davantage indiscutable, mais une qualité de jeu rarement au rendez-vous. Il a eu un titre de champion du monde contre un seul titre de champion d'Europe pour le basket, malgré une génération en or autour d'un leader. J'en viens à me poser la question suivante, en sachant que j'aurais plutôt tendance à dire du bien de Collet, malgré une fin de cycle un peu trop longue. Tony Parker était-il aussi fort en FIBA qu'il ne l'était en NBA? Et cette génération était-elle aussi forte qu'on a voulu le croire? En observant les matchs de prépa de la nouvelle équipe de France autour de Frédéric Fautoux, cela ne me semble pas fondamentalement moins fort, et pourtant nous n'avons pas ce patron incontournable qu'était Parker. Je pense que Tony Parker, c'était très très fort en FIBA. À un moment, il faut savoir reconnaître quand même les choses. C'était extrêmement fort. C'est un grand joueur, en fait, Tony Parker. Aussi simple que ça. C'est un grand joueur en NBA, c'est un grand joueur en FIBA. Il ne s'est pas retrouvé dans des classements MVP par hasard. On peut des fois dire qu'il a profité du contexte Spurs, etc. Et encore, ça laisse matière à débat parce que lui pourrait te dire, bah non, j'ai été un acteur, une locomotive des Spurs et peut-être que j'aurais été encore plus fort individuellement ailleurs en termes de statistiques. En FIBA, c'était un des meilleurs joueurs FIBA du monde. Après, on n'a pas beaucoup gagné aussi parce que c'est pas tant qu'on a surestimé notre génération. Moi, je pense pas que ce soit ça. Je pense que juste la génération espagnole qui est alignée avec la nôtre, elle est juste monstrueuse en fait. Elle est juste monstrueusement forte. Est-ce qu'on aurait pu plus gagner? Peut-être, sans doute, je sais pas. Mais tu vois, on fait quand même. Je pense que les Espagnols étaient juste plus forts que nous, si je suis très sincère. Après, ça répond pas tout à fait à la question. Il y a plein d'autres éléments dans la question, mais je pense que Tony Parker n'était pas surestimé et la génération française n'était pas nécessairement surestimée non plus. Je suis d'accord avec toi sur Tony Parker, il n'était pas surestimé, il était aussi fort en FIBA qu'en NBA, c'était un joueur incroyable, un scoreur incroyable. Après, il est arrivé à un moment charnière en fait où il y avait une vraie différence de jeu entre la NBA et le basket FIBA. Aujourd'hui, je pense que les formes de jeu sont bien plus homogènes. On est sur les mêmes principes, on est sur le même rythme, on est sur les mêmes options. Alors pas avec les mêmes talents, pas avec les mêmes qualités, mais le jeu est beaucoup plus homogène entre ce qui. D'ailleurs, il y a plein d'équipes. Les meilleurs staff NBA aujourd'hui s'inspirent de ce qui se passe en Euroleague. C'était pas du tout le cas au début de la carrière de Tony Parker. Donc en fait, il y avait cette fracture entre ce joueur incroyable individuellement, mais avec une culture du jeu quand même dont la NBA en fait mettait en avant ses forces, qui devait jouer en FIBA. Et on avait, tu vois, quand on en parlait entre nous là sur le niveau de cette équipe de France de 2025 qu'on trouve très homogène. Il n'y a peut-être pas les superstars comme par le passé, mais c'est très homogène. Et en fait, c'était pas le cas dans les équipes de France qu'on a eues. On avait des joueurs très forts, Tony Parker, Boris Diaw et d'autres. Des joueurs de complément de bon niveau, mais on n'avait pas une homogénéité sur 12 joueurs comme l'Espagne qui avait des superstars, Pau Gasol, Marc Gasol et d'autres. Des superstars européennes,
des joueurs comme Juan Cannavaro, Mm. franchement, tu regardes sa fiche Wikipédia, t'as mal au crâne en fait. T'en as marre de scroller pour voir le nombre de titres. Juanca, tous les autres. Et même si tu regardais jusqu'au 12e homme, tu prenais le 12e homme de l'équipe d'Espagne, c'était un joueur majeur d'une équipe d'Euroleague. Et ça, c'est ce que tu dis, Antoine. La génération espagnole était incroyable et elle était incroyable du haut jusqu'au bout du roster. Et nous, on n'avait pas forcément cette homogénéité. Il y avait aussi que voilà, les qualités de Tony Parker, elles étaient peu communes en Europe et ça a été très compliqué de trouver comment s'en servir du mieux possible en sélection. Longtemps, il y a eu cette question de la Tipeee dépendance. Est-ce que Tony Parker ne devrait pas plus impliquer les autres, moins se mettre en avant, que j'ai toujours trouvé très étrange et très peut-être, je sais pas, je vois. Il était très jeune, très fort, il était dans l'apprentissage de ce qu'il était en train de faire. Je comprenais pas trop qu'on essaie de lui faire porter la responsabilité des échecs en équipe de France, ça me semblait absurde. Même si il a su aussi mieux trouver ses moments, mais c'est dans la carrière de n'importe quel joueur. Ça, c'est un petit peu ce qu'on se disait parfois de Luka Doncic ou d'autres joueurs très forts. Donc non, en tout cas, pardon, j'ai fait long, mais pas surcoté. En fait, quand tu vois ce que Schroeder fait avec l'Allemagne, tu vois, il a quand même été MVP de la Coupe du Monde. Parker, c'était plus fort que Schroeder Oui, tu vois, largement. dans ce style d'aujourd'hui. Avec un jeu plus moderne, Tony Parker serait monstrueux en FIBA, tu vois, aussi aujourd'hui. Comme tu as dit, c'était un peu différent le jeu. En fait. Et, C'est juste qu'au début. Vas-y. Attends, Vas-y. je rajoute juste un petit truc, Shai, et t'as raison, Antoine, parce que le truc aussi, c'est que Tony Parker, c'était l'un de ses premiers meneurs-scoreurs. Et déjà, lui, sa génération, on attendait encore du meneur qui mette en place, qui fasse jouer tout le monde. Schroeder, on sait que ses qualités sont d'organisation, mais c'est pas sa qualité principale. Derrière, tu as eu les Derrick Rose, tu as eu tous ces meneurs scoreurs où on s'est dit, ah bah oui, on peut avoir des équipes compétitives, même si finalement, le joueur à qui on accole l'option meneur, en fait, c'est pas vraiment un meneur comme on l'imagine, c'est juste lui qui va avoir plus la balle entre les mains. Et ça aussi, Tony Parker en a fait a essuyé les plâtres de ça, pardon. Ouais, en fait, il y a juste une partie de sa carrière où, après d'autres joueurs l'ont évoqué, hein, où c'était peut-être plus difficile en interne, l'attention portée sur lui, le fait que c'était un joueur à part, je pense que ça a été peut-être un souci parfois, mais globalement, sa carrière en équipe de France, elle est admirable. Enfin, et puis, il n'y a pas eu que des succès, mais il a participé à beaucoup des bonnes performances des Bleus. Et alors après, moi aussi, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire un tout petit peu mieux sur les résultats sur cette génération-là, parce qu'on n'a pas tout le temps perdu contre l'Espagne. Hein. Il y a eu d'autres déceptions contre des équipes peut-être moins fortes que l'Espagne. Mais bon, globalement, non, cette génération n'était pas surcotée. Est-ce qu'elle aurait pu faire un peu mieux? Oui, mais elle n'était pas surcotée du tout. Quand tu regardes individuellement, il y avait quand même du très, très, très beau monde. Surtout quand on regarde d'où on venait, en fait. Faut se rappeler ce qu'était la France sur la carte du basket, et même pas mondial, européen. Et ça, c'est pas négligeable. Par contre, vraiment, je pense que la fédération, pour faire simple, a très mal géré les débuts de carrière de Tony Parker en équipe de France. Lui donner le brassard de capitaine en 2003, c'était une erreur énorme qui je pense, a plombé en partie cette compétition-là. Et sur la fin, honnêtement, notamment, je pense aux Jeux Olympiques de 2016, c'était assez dramatique. Et je pense qu'il y a eu trop de passes droits au tout début de sa carrière et à la fin. Après, est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir profité des passes droits? C'est une question qu'on peut se poser. Mais je pense que la Fédé, en voulant... en ayant le sentiment qu'effectivement c'était la poule aux œufs d'or, que c'était un talent comme on n'en avait jamais eu, je pense qu'il y a des passes droits qui ont été accordées, qui n'ont pas aidé. Ouais. Dernière question du jour, les gars. Question de Lio de Belgique. J'entends parfois parler pour de jeunes joueurs de leur potentiel, progression envisagée, plafond minimal, plafond maximal, prime. Or, lorsque l'on pose le regard sur les 3 meilleurs joueurs actuels, autrement dit Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et Shai Gilgeous-Alexander, il semblerait que peu de monde aurait pu prévoir le niveau qu'ils ont réussi à atteindre. Vous rappelez-vous quelques joueurs, passés ou actuels, dont la progression vous aurait particulièrement surpris? Pour ma part, je citerai par exemple Butler, Rodman, Isaiah Thomas ou Austin Reeves, qui me paraissent avoir des trajectoires inattendues, voire improbables. C'est vrai qu'elle est intéressante la question parce qu'en énumérant le trio de joueurs qu'on considère comme des... Alors si on inclut Doncic dedans, qui est un prodige et attendu depuis longtemps, bon, lui-même a eu droit au scepticisme au moment de sa draft, vu qu'il n'a pas été pris en 1. Mais c'est vrai que c'est que des joueurs sur lesquels personne vraiment misait, en tout cas au niveau des grands médias et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Et est-ce qu'il y a des joueurs dont vous attendiez, ça peut être ceux-là,
vous attendiez absolument pas qu'ils atteignent ce niveau-là? Moi, le premier qui me vient en tête, c'est Kawhi Leonard. J'ai absolument pas vu que ce gros défenseur pourrait se hisser à ce niveau-là, même si sa carrière est un peu décevante quand même, on est obligé de le dire. Sinon, ouais, Doncic était annoncé comme... Franchement, c'était quand même les médias américains qui connaissent pas grand-chose, qui étaient sceptiques quand même sur Doncic, même si je reconnais que j'imaginais pas que ça irait aussi vite pour lui, quand même, en NBA, que son talent se traduirait aussi rapidement par des performances régulières et au plus haut niveau. Mais oui, c'est pour ça aussi que moi, je suis toujours très frileux, finalement, avec les superlatifs sur les prospects, quand on parle de talent générationnel, etc. Parce que c'est un bon exemple. Tu parles de Nikola Jokic pris tard au deuxième tour, Ginobili pareil, tu vois, même Tony Parker dont on parlait, qui a été pris de justesse en toute fin de premier tour, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si toi, si vous avez d'autres joueurs comme ça qui vous ont surpris. Jimmy Butler, vraiment l'évolution spectaculaire quand même. Les mecs qui passent du statut de role player à star là comme ça, comme Butler, c'est toujours ce qui est assez surprenant, je trouve. Surtout que tu as l'impression que c'était vraiment à force de travail et d'ajouter. On pourrait dire la même chose pour Kawhi Leonard. J'ai l'impression que Butler, c'est même encore presque plus parlant, mais c'est dans le même ordre, on est dans le même esprit. Butler, sa saison rookie, il joue pas, quoi. Il a 1 point par match, il joue jamais. Après, il devient un homme du bout du banc et tu sens même pas qu'il a ça en lui d'aller plus haut. Puis il devient un défenseur, puis il devient un 3&D. Puis en fait, au final, il arrive à ajouter le jeu avec ballon. Il y a vraiment eu une progression au point où il est devenu une star, même peut-être à un moment une superstar. C'était assez fou. C'est vrai que sur Jokic chez Giannis, Jokic, je pense qu'on est dans l'époque où, quand ils sont draftés, il y a bien sûr plus d'attention sur l'Europe, mais pas encore autant que maintenant. On est quand même on est 10 ans en arrière pour les deux. Maintenant, Giannis, c'est 2013 et Jokic, c'est quoi, 2014 ou 2015. Donc, on est 10 ans en arrière. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux profils-là, alors Giannis, c'est très spécial. Je joue en D2 grec. Moi, j'ai cru que c'était une arnaque, honnêtement, parce que son nom est arrivé hyper tardivement sur les tablettes, genre à moins d'1 mois de la draft. Les vidéos ont commencé à circuler, et quand les Bucks l'ont pris, enfin une arnaque, je veux dire, je me suis dit, on savait rien. Vu comment les Bucks étaient gérés, ok, voilà, comme par hasard, c'est les Bucks qui sont tombés dans le panneau, ils ont chopé ce mec-là, alors qu'en fait, honnêtement, après, il est arrivé tellement tardivement sur les radars qu'au moment de la draft, je précise, parce qu'après, il a vite montré les qualités qu'il avait, ça ressemblait vraiment à un coup dans l'eau, quoi. Mais même avec les qualités, moi sur ce qu'on voyait, ça restait un peu, un peu décousu. On se disait, il y a plein de potentiel athlétiquement, c'est dingue, mais de là à me dire, ça va être un double MVP, un champion NBA et tout, j'y croyais pas, moi. Non, mais ça, personne, moi non plus. Par contre, c'est marrant parce qu'à l'époque, il y avait pour ceux qui se souviennent de l'époque de Basket Session à l'ancienne, qu'on avait encore beaucoup de commentaires, etc., il y avait un espèce de running gag, parce que ce que tu fais sur Moussa Diabaté, je le faisais pour Giannis Antetokounmpo. Ah, c'est vrai. J'étais à fond parce que je regardais beaucoup de matchs et je disais, non, mais chacun de ces passages, lui, il pèse en fait. Après, jamais j'imaginais que ce serait un MVP, jamais j'imaginais que ce serait une superstar, mais je me disais, il est fort. Il avait vraiment un truc, c'était marrant. Évidemment, à la draft, c'était une punchline. On ne savait pas comment écrire son nom. Il était présenté comme meneur de jeu. Tu vois, il y avait plein de trucs qui n'avaient aucun sens sur Giannis Antetokounmpo avant qu'il arrive. Il était censé jouer pour un club. Il venait d'un club espagnol, mais en fait, il avait joué en D2 grec. Enfin bref, il y avait plein de trucs qui n'avaient pas de sens. Mais je pense que Giannis, même aujourd'hui, en fait, il aurait été repéré plus tôt. Et il n'y aurait pas eu le même truc. Et Jokic, pareil, je ne pense pas qu'il aurait été drafté aussi loin. L'attention portée sur l'Europe est quand même plus grande. Après, il y aura toujours des parcours. Tu sais, on pourrait même élargir Alors, Luka, il est quand même drafté dans le top 3, même s'il est échangé. Comment on le voit? Est-ce qu'on le voit comme un mec drafté 3e ou comme un mec drafté 5 finalement, tu vois? Parce que si on considère qu'il a été drafté 5 parce que c'est l'équipe qui avait le 5e choix qui a fini par récupérer Luka, on peut se dire qu'aucun des 5 meilleurs joueurs du monde, si tu inclus Stephen Curry, n'ont été draftés dans le top 3 de la draft, quoi. Tu vois, et ça montre que même Curry, quelque part... Très peu de gens pensaient qu'il viendrait aussi fort. C'est ça, c'est presque une surprise aussi, en fait. Il est drafté en 7, tu vois, il est en dehors du top 5.
Il y a des équipes qui passent Curry, tu vois, et il devient l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Donc, ça montre ce que disait Théo. La draft, il faut se faire gaffe. C'est pas une science exacte. Oui, il y a de plus en plus de recruteurs. On comprend peut-être de mieux en mieux certaines choses, mais il y aura toujours des parcours atypiques. Il y aura toujours des parcours fous. Pour Curry, les Wolves ont drafté 2 meneurs avant que... Johnny Flynn, le tristement, c'est Johnny Flynn et Ricky Rubio. Ouais. Non, c'est fou. Ouais, moi, je pense à un autre joueur, mais alors on n'est pas sur le niveau Steph Curry, mais à la fac, je suivais forcément parce que c'était un joueur français. Mais Joachim Noah à la fac, c'était top avec Florida, c'était super. Mais par contre, je le voyais pas devenir un joueur comme ça, c'est-à-dire un point forward, un mec qui a fini 4e de la course au MVP une saison. J'y croyais pas et je trouve que son évolution, elle a été assez dingue aussi, tu vois. Et je sais pas si on en parle assez du joueur qui a été Joachim Noah, tu vois. Même si parce que la fin de carrière a été compliquée, mais et après sinon tous les joueurs qu'on a évoqués là, Yannis, j'y croyais pas. Curry, je pensais que c'était une petite sensation universitaire, un fils de un mec qui était blessé tout le temps au début, qui avait des problèmes de cheville. Jamais, ce serait marrant de revenir à l'époque et de dire non mais ce gars-là, vous voyez, celui qui met une attelle là et qui arrive pas à jouer, qui est un super shooter, mais il y a Monta Ellis dans la rotation devant lui. Ce mec-là, ça va être un des meilleurs joueurs de tous les temps. Ce serait dingue. Mais et sinon, je pense à un autre, c'est Marc Gasol dont on parlait, parce que quand les Lakers font le trade avec Memphis, là, tout le monde crie au scandale en disant c'est une arnaque, Kwame Brown et puis Marc Gasol, là, qui joue même pas en NBA. Enfin, il était, je sais plus s'il était encore en... Non, il était retourné en Espagne. Ouais. Et je me rappelle pour le coup, c'était en quelle année c'était ? Ça remonte, c'était il y a vraiment très longtemps. J'avais fait un voyage de presse et il y avait un journaliste espagnol avec qui j'avais bien sympathisé, qui connaissait très bien José Calderón et Marc Gasol, et il m'avait dit Marc Gasol sera meilleur que Pau. Et je l'avais regardé en disant ok, bon, on en reparlera, quoi. Et au bout du compte, je sais pas s'il était meilleur que Pau, mais il était d'un niveau quasiment similaire, quoi. Et ça, déjà, c'était complètement fou, quoi. Ouais. Je me demande s'il jouait pas en D2 espagnol, lui aussi. Gasol, il jouait à Gérone, ouais. Je sais plus s'ils étaient en D2, mais c'était en D2. Il fait Barça, il forme au Barça de toute façon. Et après, il a fait tout son lycée la fac américaine, à Memphis, quand même. Il a fait lycée à Memphis et après il est retourné en Espagne. J'ai plus le CV. Il y a une autre équipe que Gérone. Il joue dans une autre équipe après. Au Barça, il a joué au Barça puis à Gérone. Gérone, c'est avant d'arriver en NBA. Ouais. Ok, avant d'arriver en NBA, ouais. Mais je sais pas si c'est de la D1 ou de la D2, ça. Non, c'était de la D1 quand même. C'était en Liga ACB à l'époque. Ouais. Quand il fait ses stats. Parce que j'ai entendu récemment Pau Gasol dans un podcast, je sais plus, peut-être avec les Knuckleheads, je crois. Il racontait qu'il essayait de saucer le GM de Memphis pour qu'il drafte Marc Gasol en lui disant mais si, je te jure, il va être fort et tout. Et donc finalement, il n'a pas été drafté par... Attends, si, c'est ça. Oui, non, c'est ça. C'est les Lakers qui ont drafté Marc Gasol. Et que le jour où il est tradé, le GM lui dit bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle, c'est que Marc Gasol, il va venir à Memphis, mais par contre, toi, tu pars. Bon, après, c'était une double bonne nouvelle au bout du compte, vu où était Memphis à ce moment-là, mais c'est clair. Voilà pour cette semaine. Messieurs. Impeccable. Écoutez, merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas à en envoyer. Vous connaissez l'adresse cqfr.rivers@gmail.com. Nous, on se retrouve lundi pour un gros CQFR où on débriefera les 2 matchs de l'équipe de France. Aujourd'hui contre la Slovénie, et demain contre Israël. Donc, on débriefe ça lundi matin à 3. Bonne journée à tous. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.